Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous fera remettre en question absolument tout ce que vous pensiez savoir, enfin, surtout. Nous allons plonger dans un monde où les gouvernements, ces bastions d'honnêteté et d'intégrité, je vous fais des guillemets invisibles, orchestrent des événements qui feraient rougir Machiavel lui-même. Car, voyez-vous, parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Sauf que dans ce cas, la vérité est souvent un mensonge soigneusement élaboré, conçu pour manipuler l'opinion publique et justifier des actions qui seraient autrement totalement indéfendables. Nous parlons ici d'opérations sous faux drapeau. Ce ne sont pas des mensonges banals sur le dernier biscuit mangé ou l'oubli d'enregistrer un match. Ce sont des tromperies à haut risque, impliquant souvent de la violence et des pertes en vies humaines, le tout pour un gain politique illusoire. Accrochez vos ceintures, car nous allons faire un voyage à travers l'histoire, en mettant en lumière 53 cas où des gouvernements ont reconnu, je le répète, avoir berné leurs propres citoyens. Des incidents mis en scène aux fabrications pures et simples, nous allons dévoiler jusqu'où ceux au pouvoir sont allés pour le maintenir, l'étendre ou simplement créer un bouc émissaire commode pour leurs propres échecs. Au cours des prochains chapitres, préparez-vous à être choqués, horrifiés et peut-être même étrangement impressionnés par l'audace de ces manœuvres. Mais essayez, vous savez, de ne pas perdre toute foi en l'humanité en cours de route. La traversée s'annonce mouvementée. Notre premier arrêt nous ramène en 1931. Une époque où le monde vacillait au bord du chaos. La Grande Dépression battait son plein, laissant les nations sous le choc. Le Japon, quant à lui, avait les yeux rivés sur la Mandchourie, une région du nord-est de la Chine, riche en ressources. Mais envahir un autre pays, c'est généralement mal vu, sans parler du cauchemar logistique. Il leur fallait un prétexte, une justification, une très bonne excuse. C'est là qu'intervient l'incident de Mukden. Le mot « incident » peut sembler un peu passif, comme si quelqu'un avait accidentellement renversé son thé lors d'une réunion diplomatique particulièrement tendue. Mais il ne s'agissait pas de thé renversé, mes amis. Il s'agissait d'une explosion en bonne et due forme, préméditée, sur une voie ferrée appartenant aux Japonais près de la ville de Mukden. Le coupable, les Chinois, bien sûr, du moins, c'est ce que le gouvernement japonais voulait faire croire au monde. Sauf qu'il y a un léger problème avec ce récit. Il s'avère que l'explosion n'a pas été perpétrée par des citoyens chinois mécontents ou des soldats agissant de manière indépendante. Non, c'est l'armée japonaise elle-même qui a mis en scène tout ce charivari. Ils avaient au même un nom pour cette opération. Opération Rivière. Car rien ne dit opération militaire subtile comme le nom d'un doux cours d'eau. Le but ? Fournir une justification à une invasion japonaise de la Mandchourie, ce qui, sans surprise, s'est effectivement produit. Et le monde, pris dans ses propres tourments, a largement laissé passer. Passons à un chapitre qui démontre, à tout le moins, que certaines personnes n'apprennent vraiment rien de l'histoire. Nous sommes en 1939 et le monde se trouve à nouveau au bord d'un conflit mondial. Cette fois, l'architecte du chaos n'est autre qu'Adolf Hitler et sa joyeuse bande de nazis. Ayant déjà annexé l'Autriche par un mélange de menaces et d'un consentement douteux, Hitler jette son dévolu sur une nouvelle cible, la Pologne. Mais envahir son voisin exige un peu plus que le simple désir de ses terres. Il faut un terme latin sophistiqué pour désigner une très bonne excuse pour déclencher une guerre. Et les nazis, qui ne manquent jamais de profiter d'une bonne crise, ont décidé d'en fabriquer une eux-mêmes. Cette fois, cependant, ils n'ont même pas pris la peine d'être subtils. Il s'agit d'une série d'attaques mises en scène contre des cibles allemandes menées par, attendez, la SS elle-même. C'est exact, ils ont attaqué leur propre peuple et leurs infrastructures, puis se sont retournés et ont accusé la Pologne. C'était un plan si effronté, si ridiculement transparent, qu'on pourrait penser que même l'observateur le plus crédule le verrait clair. Et pourtant, il a fonctionné.
Hitler s'est servi de ces attaques fabriquées comme justification pour envahir la Pologne, déclenchant ainsi le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais voici le clou du spectacle. La vérité a fini par éclater. Lors des procès de Nuremberg, un officier SS de haut rang, sous serment et craignant peut-être d'être bientôt vêtu d'un élégant pardessus en béton, a admis que les attaques avaient été mises en scène sur ordre direct du chef de la Gestapo. C'est presque comique, d'une manière profondément troublante et tragique. Les nazis, maîtres de la propagande et de la tromperie, n'ont même pas pu maintenir leurs propres mensonges face aux conséquences de leurs actes. De quoi vous donner envie de hurler, ou de rire, ou peut-être les deux à la fois. Vous pensiez que les attaques simulées et les accusations portées aux voisins pour justifier une invasion étaient le summum de la folie? Eh bien, accrochez-vous, car ce n'est que le début. Déclencher une guerre est bien plus facile lorsque vous parvenez à convaincre votre propre peuple qu'il est attaqué. Un exemple frappant. L'incendie du Reichstag. Imaginez la scène. Nous sommes en 1933. L'Allemagne est plongée dans une tourmente politique et soudain, boum. Le bâtiment du Reichstag, siège du Parlement allemand, est ravagé par les flammes. Naturellement, les nazis, ces modèles de vertu et de retenue, accusent immédiatement les communistes. Pratique, n'est-ce pas? On dirait presque qu'ils ont suivi le manuel « Comment organiser un coup d'État pour les nuls ». Et quel est le cerveau derrière cet incendie opportun? Eh bien, d'après nul autre que le général Franz Halder, un haut gradé nazi, il s'agissait d'Hermann Göring, le grand chef de la Luftwaffe. Un homme qui, par son allure, aurait plutôt dû distribuer des bonbons au coin de la rue qu'orchestrer des actes de terrorisme. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Peut-être était-il simplement passionné par la décoration d'intérieur et pensait-il que le Reichstag avait besoin d'un relooking. Les nazis, ces champions de la justice, se sont servis de cet incendie comme prétexte pour réprimer leurs opposants politiques, consolider leur pouvoir et, en fin de compte, poser les bases des horreurs qui allaient de suivre. Alors, n'oubliez pas, lorsque quelqu'un vous annonce qu'un bâtiment a mystérieusement pris feu et qu'il en accuse ses ennemis, il est bon de se demander s'il n'a pas, par hasard, allumé lui-même l'allumette. Parlons maintenant de ce que l'on appelle la guerre d'hiver, un chapitre sombre de l'histoire, qui nous rappelle que la vérité est souvent la première victime des conflits. Dans ce cas, la victime se nommait Mainila, un village discret situé à la frontière entre la Finlande et l'Union soviétique. En 1939, alors que les tensions entre les deux pays atteignaient leur paroxysme, les soviétiques ont décidé de délaisser la voie diplomatique pour une approche plus convaincante. Par convaincante, comprenez qu'ils ont bombardé leur propre village sans ménagement pour ensuite accuser les Finlandais avec le plus grand sérieux. C'est comme blâmer son chien pour un devoir non rendu, alors qu'on a tout simplement oublié de le faire. Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que des décennies plus tard, Nikita Khrouchtchev, ancien Premier ministre de l'Union soviétique, a admis que tout cela n'était qu'une mascarade, un mensonge soigneusement orchestré pour justifier l'invasion de la Finlande. Quelle surprise! Qui aurait pu prédire qu'un régime connu pour sa relation, disons, flexible avec la vérité, aurait recours à de telles manœuvres? Mais bon, au moins ils ont fini par être honnêtes. Un jour. Et par un jour, j'entends des décennies plus tard, après d'innombrables vies perdues, et que le monde ait tourné la page. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Passons maintenant à une histoire si terrifiante, si moralement dépravée, qu'elle remuerait l'estomac même du cynique le plus endurci, le massacre de la forêt de Katyn. C'est un récit de meurtre de sang-froid, de dissimulation cynique et du pouvoir durable de la vérité, quelle que soit la profondeur à laquelle elle est enfouie. En 1940, alors que le monde était en proie aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la police secrète soviétique, agissant sur les ordres de nul autre que Joseph Staline lui-même, a rassemblé des milliers d'officiers, d'intellectuels et de civils polonais. Leur crime? Être polonais à une époque où cela constituait apparemment un crime capital aux yeux de Staline. Ces prisonniers, ces hommes et ces femmes innocents ont été conduits dans la forêt de Katyn,
contraint de s'agenouiller au bord de fosses communes et exécuté d'une seule balle dans la nuque. C'était une scène d'une brutalité inimaginable, un témoignage de la profondeur de la dépravation humaine. Et comme si le massacre lui-même n'était pas assez horrible, les soviétiques se sont ensuite lancés dans une campagne de mensonges et de tromperies qui a duré des décennies, accusant les nazis de cette atrocité. Pendant des années, la vérité sur Katyn est restée enveloppée de secrets. Un secret honteux que les soviétiques ont désespérément essayé de cacher au monde. Mais la vérité, telle une mauvaise herbe tenace, a le don de se frayer un chemin à travers le béton le plus épais. Et en 1990, après des décennies de déni, l'Union soviétique a finalement admis sa culpabilité, reconnaissant le massacre et son rôle dans la dissimulation. Accrochez-vous, car cette partie est particulièrement difficile à encaisser. Après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu s'attendre à ce que la Grande-Bretagne soit sensible au sort des réfugiés juifs. Après tout, elle venait d'aider à vaincre un maniaque génocidaire qui, ne l'oublions pas, avait fait des fours un choix de carrière terrifiant. Mais apparemment, le gouvernement britannique avait un autre plan d'après-guerre en tête. Entre 1946 et 1948, la Royal Navy, ces joyeux marins qui s'occupent généralement de thé et de scones, a décidé de jouer à un nouveau jeu. Bombardons les navires remplis de survivants de l'Holocauste qui tentent de rejoindre la Palestine. Oui, vous avez bien entendu. La Grande-Bretagne, supposée bastion de la démocratie et des droits de l'homme, a bombardé 5 navires transportant des réfugiés juifs. Et pour couronner le tout, ils ont eu l'audace d'accuser les réfugiés juifs eux-mêmes de ces attaques. Attendez un peu. C'est digne d'un sketch des Monty Python, sauf qu'au lieu d'être drôle, c'est un rappel brutal du côté sombre de l'histoire humaine et du fait que parfois, même les gentils peuvent se comporter comme de véritables connards. Faisons à présent un saut dans le temps et l'espace pour nous retrouver au Moyen-Orient en 1954. Les tensions y sont vives, le houmous coule à flot et Israël, un État à peine âgé de 6 ans, décide de pimenter un peu les choses. Comment? En s'adonnant à un peu de terrorisme léger, bien sûr. En effet, Israël élabore un plan astucieux pour améliorer son image aux yeux de l'Occident. Ce plan implique de bombarder plusieurs bâtiments en Égypte et, comme un adolescent accusant son frère d'avoir brisé un vase, de rejeter la faute sur ses voisins arabes. Mes amis, c'est ce que nous appelons dans le métier une opération sous faux pavillon. L'opération, baptisée Opération Susanna, consiste à recruter des Juifs égyptiens pour perpétrer les attentats. Cependant, les choses se déroulent aussi gracieusement qu'un chameau dans un magasin de porcelaine. Les autorités égyptiennes découvrent rapidement le stratagème et arrêtent plusieurs des responsables. Les retombées de ce fiasco sont, disons, considérables. La condamnation internationale s'abat sur Israël et l'incident ne fait qu'exacerber les tensions dans la région. Souvenez-vous, les enfants, essayer d'obtenir une bonne image de marque en recourant aux bombes est aussi efficace que d'utiliser de l'essence pour éteindre un incendie. Accrochez-vous bien, car nous allons plonger dans les eaux troubles de la politique étrangère américaine des années 50. Cette fois, notre histoire nous emmène en Iran, où la CIA, ses maîtres du déguisement et, apparemment, du théâtre amateur, était à l'œuvre. Vous pensez peut-être, la CIA qui s'ingère dans les affaires étrangères, c'est impossible, ce sont les gentils, ils se battent pour la liberté et la tarte aux pommes. À cela, je réponds, bénis soient les cœurs innocents. Car en 1953, la CIA a orchestré un coup d'État pour renverser le premier ministre iranien démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En 1959, la revoilà, cette fois avec un plan si absurde qu'il aurait pu être arraché directement d'un scénario rejeté de James Bond. La CIA a décidé d'engager des Iraniens pour qu'ils se fassent passer pour des communistes et commettent des attentats à la bombe en Iran. L'objectif, semer la discorde, saper le gouvernement et faire de l'Amérique le phare de la stabilité dans une région sombrant rapidement dans le chaos.
Je ne suis pas un expert en géopolitique, mais je suis certain qu'engager des gens pour commettre des actes de terrorisme au nom de la lutte contre le communisme, c'est un peu comme essayer d'éteindre un feu avec un lance-flamme. C'est désordonné, contre-productif et susceptible de laisser tout le monde avec des brûlures au 3e degré. Un tel niveau d'incompétence frôle l'exploit. C'est comme tenter de dérober un beignet en le dévorant devant la boulangère tout en s'exclamant « Tiens, étrange, il a disparu !» Difficile de faire preuve d'une plus grande stupidité, n'est-ce pas? Sauf que le plan a lamentablement échoué. Les autorités grecques ont rapidement démêlé le stratagème et la Turquie a dû reconnaître sa responsabilité, la queue entre les jambes. C'est l'équivalent géopolitique de se tirer une balle dans le pied et d'accuser son voisin d'avoir appuyé sur la gâchette. Vous avez bien entendu, leur propre consulat. Le but, accuser les Grecs, bien entendu, et envenimer les tensions entre les deux pays. Et le trophée de l'opération la plus grotesque revient à la Turquie en 1955. Sans blague, les gars, on se croirait dans un film de série B. En résumé, le gouvernement turc, dans un éclair de génie, a décidé de faire sauter son propre consulat en Grèce. « 1957. Nos deux compères, les États-Unis et la Grande-Bretagne, replongent dans les intrigues géopolitiques. Alors que le monde attend d'eux un comportement exemplaire, ils concoctent un plan digne d'un roman d'espionnage, orchestrer la déstabilisation de la Syrie. Leur idée brillante, organiser des attentats terroristes sur le sol syrien et en accuser l'ennemi juré du moment, l'Union soviétique. L'objectif, justifier une intervention militaire, bien entendu, car rien ne garantit mieux la stabilité que de semer le chaos et la destruction au nom de la paix. Par miracle, ce plan grotesque digne d'un selfie avec un T-Rex n'a jamais été mis en œuvre. Imaginez le scandale international si ce complot avait été exécuté. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, chantres autoproclamés de la démocratie et de la liberté, pris en flagrant délit de terrorisme d'État. Préparez-vous à plonger au cœur du sujet avec une révélation qui vous fera comprendre à quel point la paranoïa anticommuniste a pu engendrer des aberrations durant la guerre froide. Et par aberration, j'entends les agissements de l'OTAN. Vous avez bien compris, l'OTAN, organisation censée protéger l'Europe de la menace soviétique, s'est muée en pyromane pour mieux se poser en sauveur. Dans les années 50, alors que le rock'n'roll faisait vibrer la jeunesse et que le monde tremblait sous la menace rouge, l'OTAN, avec l'appui du Pentagone et de la CIA, a orchestré une série d'attentats en Italie et dans d'autres pays européens. Le motif ? Déstabiliser les gouvernements de gauche et accroître la peur du communisme, bien évidemment. Imaginez des bombes qui explosent, des vies fauchées, tout cela au nom d'une guerre idéologique chimérique, n'existant que dans l'esprit exalté de certains politiciens. Incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, la vérité, aussi insensée puisse-t-elle paraître, dépasse parfois la fiction. Ah, 1960, l'époque des dîners, du rock'n'roll et apparemment des suggestions d'attaques sous faux drapeaux par des sénateurs américains. On ne pourrait pas l'inventer. En effet, en 1960, le sénateur George Smathers, probablement après avoir savouré son milkshake à la fraise devant un épisode de Leave It to Beaver, a eu la brillante idée de proposer une petite attaque sous faux drapeau contre la base navale de Guantanamo. Je vous entends penser, Jonathan, tu exagères sûrement. Un sénateur américain suggérant d'attaquer sa propre base pour accuser un autre pays, c'est ridicule. Et pourtant, chers amis, c'est la triste réalité. Smathers a bel et bien envoyé une note au président Eisenhower détaillant la mise en scène d'un incident faisant croire à une attaque cubaine contre la base. Au programme, explosion de munitions, naufrage d'un navire, organisation de funérailles bidons pour de prétendus soldats américains, le grand jeu. Un scénario digne d'un mauvais film d'espionnage, à la différence près que nous sommes dans la réalité et que la proposition émane d'un sénateur américain. Heureusement, Eisenhower, loin d'être naïf, a rejeté cette idée farfelue. Imaginez le scandale si elle avait été mise en œuvre.
Les journaux du monde entier auraient titré « L'Amérique attaque l'Amérique à Guantanamo ». Contentons-nous donc d'apprécier l'ironie de la situation. Un sénateur américain, censé représenter le peuple américain, proposant d'attaquer son propre pays pour justifier une guerre. Tellement absurde que cela en devient presque poétique. L'année 1961 semble marquer un tournant dans l'appétence américaine pour les complots impliquant des ambassades. Vous vous rappelez de l'opération Northwoods, ce projet insensé visant à faire exploser des avions américains pour incriminer Cuba? Accrochez-vous, car l'histoire prend une tournure encore plus abracadabrante. Cette fois, la cible envisagée n'était autre que le consulat de la République dominicaine. Vous avez bien compris. Des documents officiels du département d'État américain révèlent que le général Lyman Lemnitzer, directeur du comité des chefs d'état-major interarmés, et non, il ne s'agit pas d'un personnage de dessin animé, a évoqué la possibilité de faire sauter le consulat. Le motif? Créer un prétexte pour intervenir militairement en République dominicaine, évidemment. Il ne faut surtout pas laisser ces dictatures caribéennes en paix, n'est-ce pas? On peut supposer qu'à cette époque, les hauts responsables américains considéraient la destruction de bâtiments diplomatiques comme une activité de loisir. Fort heureusement, et c'est un heureusement que l'on a le droit de répéter inlassablement dans ce récit, ce projet a lui aussi été abandonné. On imagine aisément le soulagement du personnel du consulat dominicain, ayant échappé de justesse à un destin explosif. « 1962, une année marquée par le twist, le « Happy Birthday Mr. President » de Marilyn Monroe, et un énième complot américain visant à faire exploser des objets pour en accuser d'autres. Il semblerait que les États-Unis aient souscrit un abonnement illimité aux machinations à cette époque. Accrochez-vous, car cette histoire atteint des sommets d'absurdité. L'opération Northwoods, tel était son nom, visait ni plus ni moins à faire exploser des avions américains en plein vol. Vous avez bien entendu, le but, jeter le blâme sur Cuba, bien sûr, et justifier une invasion de l'île. Le niveau de cynisme et de manipulation est ahurissant. Imaginez un instant, sacrifier des vies américaines, semer la panique nationale, le tout pour un prétexte fallacieux afin d'envahir un pays innocent. Heureusement, et on peut bel et bien parler de miracle, John F. Kennedy a mis son veto à ce plan diabolique. On peut aisément imaginer sa réaction en découvrant ce projet. Vous voulez faire quoi? Faire exploser nos propres avions? Vous êtes sérieux? On se demande bien quels autres mots ont pu sortir de sa bouche, mais on imagine qu'il devait être plutôt incisif. Quoi qu'il en soit, l'opération Northwoods demeure un exemple terrifiant des extrémités que certains étaient prêts à atteindre pour justifier une guerre. Re-bienvenue à 53 attaques sous faux drapeaux admises par les gouvernements. Préparez vos chapeaux en aluminium, car nous plongeons encore plus profondément dans le terrier du lapin de la paranoïa. Vous souvenez-vous de l'Organisation des États américains, l'OEA? Pas vraiment? Eh bien, imaginez un club de lecture réunissant les pays des Amériques. Mais au lieu de discuter de mange, prix, aime, ils se disputent pour savoir qui possède l'arsenal nucléaire le plus imposant. En 1963, le département de la Défense américain, visiblement lassé par la routine administrative des budgets militaires et des plans d'invasion, a décidé de pimenter les choses. Ils ont rédigé un charmant petit document suggérant, en substance, de lancer des attaques sous faux drapeau contre les membres de l'OEA. Oui, vous avez bien compris. Le plan consistait à frapper nos amis de l'OEA et à faire accuser quelqu'un d'autre, probablement un stagiaire malchanceux ou un panda innocent passant par là. Vous pourriez vous dire, cher John, il doit y avoir une explication rationnelle à cela. Et vous auriez raison. Il y en a toujours une, sauf que dans ce cas, l'explication est encore plus terrifiante que l'idée elle-même. Il voulait créer un prétexte pour une intervention militaire. En gros, il voulait déclencher une guerre pour éviter une guerre, je suppose. C'est comme mettre le feu à votre maison pour vous débarrasser d'une infestation de fourmis. C'est inefficace, destructeur, et cela laisse tout le monde avec une odeur désagréable de fumée et de regret. Le pire, c'est que ce n'est même pas la partie la plus folle de l'histoire. Oh non, nous n'en sommes qu'au commencement.
Attachez vos ceintures, car les choses vont devenir encore plus étranges. Et croyez-moi quand je dis « étrange », je parle d'un niveau d'étrangeté qui ferait rougir Edward Snowden. Accrochez-vous bien, chers téléspectateurs, car nous retournons à Cuba en 1963, une époque où les tensions entre les États-Unis et Cuba étaient plus palpables qu'une tranche de pain perdue imbibée de rhum. Le département de la Défense américain, toujours prompt à s'engager dans des opérations clandestines douteuses, a élaboré un stratagème digne d'un film d'espionnage de bas étage, mais aux conséquences bien réelles. Leur brillante idée ? Soudoyer un commandant de l'armée cubaine, un homme de confiance de Fidel Castro, pour qu'il tourne le dos à son pays et attaque les États-Unis. Vous avez bien compris. Ils envisageaient de rémunérer un individu pour qu'il trahisse sa nation et déclenche une guerre, le tout afin de justifier l'invasion d'un autre pays. C'est comme si vous demandiez à votre voisin de voler votre journal, puis d'appeler la police en criant au scandale. Sauf que dans ce cas, le scandale est une nation insulaire entière et la police, l'armée américaine. Sans être expert en stratégie militaire, même un novice comme moi peut identifier les failles béantes de ce plan. Premièrement, et c'est le point crucial, c'est profondément contraire à l'éthique. Soyons sérieux, soudoyer quelqu'un pour qu'il déclenche une guerre, c'est du machiavélisme pour débutants. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus important, c'est d'une stupidité incroyable. Et si le commandant empochait l'argent et disparaissait, ou pire, s'il dénonçait le complot à Castro, les États-Unis auraient alors l'air complètement idiots. Heureusement, et c'est un miracle compte tenu de certaines décisions prises pendant la guerre froide, ce plan n'a jamais été mis en œuvre. Il est resté dans les annales de l'histoire comme un autre exemple de la paranoïa américaine et de sa propension à des solutions extrêmes. Mais cela soulève une question inquiétante. Si le gouvernement était prêt à aller aussi loin, à quelles autres extrémités était-il disposé à se porter ? La réponse, mes amis, est probablement trop terrifiante pour être envisagée. Bienvenue à nos fidèles téléspectateurs pour un nouveau chapitre de notre exploration des arcanes de la manipulation gouvernementale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui a bouleversé l'histoire américaine, l'incident du golfe du Tonkin. Accrochez-vous, les révélations vont être explosives. Imaginez-vous en août 1964, dans le golfe du Tonkin, au large du Vietnam. Le destroyer américain USS Maddox, patrouillant en eau internationale, affirme subir une attaque de torpilleurs nord-vietnamiens. 2 jours plus tard, le Maddox, rejoint par l'USS Turner Joy, signale une nouvelle agression. Ces événements, rapidement baptisés l'incident du golfe du Tonkin, ont justifié l'escalade de l'engagement américain dans la guerre du Vietnam. Mais un détail vient troubler ce tableau. Des décennies plus tard, grâce à la déclassification de documents secrets et aux confessions de responsables américains, nous découvrons que l'incident du golfe du Tonkin, tel que présenté au public, était, disons-le avec diplomatie, un véritable mensonge d'État. La première attaque était au mieux contestable, et la seconde n'a tout bonnement jamais existé. Le Maddox, visiblement effrayé par ses propres fantômes, tirait sur des cibles imaginaires. La National Security Agency, NSA, cette organisation si secrète qu'elle relègue la CIA au rang d'agence de voyage, a reconnu avoir manipulé les informations pour faire croire à une offensive vietnamienne. Mais pourquoi une telle machination ? Le président Lyndon B. Johnson et son administration souhaitaient ardemment intensifier la guerre au Vietnam. Et quoi de mieux pour galvaniser le soutien public qu'une bonne vieille attaque sous faux drapeau ? L'incident du golfe du Tonkin illustre de manière flagrante la façon dont un gouvernement peut manipuler l'opinion publique pour justifier une guerre. Il nous rappelle brutalement que la vérité est souvent la première victime des conflits et que les puissants n'hésitent pas à l'instrumentaliser à des fins politiques. Le FBI, défenseur de la liberté, garant de la justice et maître de la manipulation sournoise. Eh bien, il semblerait que le FBI ait un côté bien plus sombre qu'un bretzel oublié au fond d'un casier. De 1950 à 1980, le FBI a mené une opération clandestine nommée COINTELPRO.
Et croyez-moi, il ne s'agissait pas d'une distribution de biscuits bienveillants. Imaginez des agents du FBI infiltrant des groupes militants, se faisant passer pour des journalistes ou même des membres du Ku Klux Klan, semant la discorde et le chaos sur leur passage. Leur objectif? Déstabiliser les mouvements politiques et les défenseurs des droits civiques. Infiltration, désinformation, chantage et même incitation à la violence, tout était permis. C'est comme si votre oncle paranoïaque collectionneur de chapeaux en aluminium avait soudainement accès à des ressources gouvernementales illimitées. Effrayant, non? Le plus incroyable, c'est que le FBI a tenté de garder COINTELPRO secret pendant des années. Ce n'est qu'en 1971, grâce à un groupe d'activistes cambriolant un bureau du FBI, parce qu'à l'époque c'était la meilleure façon d'obtenir des informations, que le grand public a découvert l'existence de ce programme abject. Un comité du Congrès a finalement dû reconnaître que le FBI avait joué aux apprentis sorciers avec la démocratie américaine. Alors, la prochaine fois que vous verrez un film glorifiant le FBI en tant que héros incorruptible, souvenez-vous de COINTELPRO. Derrière l'image reluisante de la justice se cache parfois une réalité bien plus trouble. De quoi jeter un regard méfiant sur toute camionnette banalisée garée devant chez vous. Chypre, dans les années 1970, une île déchirée, des tensions ethniques exacerbées et l'incendie d'une mosquée vient aggraver la situation. On pourrait y voir un simple acte de fanatisme religieux, mais attendez-vous à une révélation bien plus cynique. Visualisez la scène. Une épaisse fumée noire s'élève dans la nuit. Des flammes dévorent ce lieu de culte. Les accusations fusent instantanément. Chaque camp pointe du doigt l'autre, alimentant la haine et la défiance. Pendant des années, la vérité reste ensevelie sous les cendres du conflit. Soudainement, un haut responsable de l'armée turque lâche une information explosive. Il avoue que ce sont les forces turques elles-mêmes qui ont incendié la mosquée. Vous avez bien compris. Ils ont mis le feu à un lieu sacré pour ensuite accuser l'ennemi et attiser les tensions. Imaginez brûler votre propre maison pour toucher l'assurance. Sauf qu'ici, c'est la paix et la stabilité d'une île entière qui sont sacrifiées. Cette confession choquante a provoqué un véritable tremblement de terre. Elle a révélé non seulement la brutalité du conflit chypriote, mais aussi la capacité des gouvernements à manipuler l'opinion publique, quitte à mettre en danger la vie de leurs propres citoyens. Une triste réalité difficile à accepter, n'est-ce pas? « 1978, Allemagne de l'Ouest. Le pays est traversé par des tensions politiques et sociales. La guerre froide est à son apogée. Les services secrets sont sur le qui-vive. C'est dans ce contexte tendu qu'une violente explosion secoue une prison allemande. Un mur s'effondre dans un fracas de débris et les autorités crient au sabotage. Mais qui aurait l'audace de s'attaquer à une prison allemande? Accrochez-vous, car la réponse va vous surprendre. Ce ne sont ni des terroristes, ni des criminels chevronnés, mais les services secrets allemands eux-mêmes qui se cachent derrière cet attentat. Oui, vous avez bien compris. Ils ont fait exploser un mur de leur propre prison, mais pourquoi une telle manœuvre, vous demandez-vous? La réponse, comme souvent dans ces histoires invraisemblables, est aussi complexe qu'un bretzel bavarois. Les services secrets, dans leur immense sagesse, comptaient faire porter le chapeau à un groupe d'extrême gauche. Le but? Discréditer ses opposants politiques et justifier une répression accrue. Un procédé aussi absurde que de se casser le bras pour accuser son voisin et lui voler sa tondeuse. Sauf qu'ici, c'est la liberté et la sécurité d'une nation entière qui sont en jeu. Cet aveu a déclenché un scandale retentissant en Allemagne. Il a révélé les dérives des services secrets et la fragilité de la démocratie face aux manipulations de l'État. Un rappel glaçant que la vérité est souvent bien plus étrange et terrifiante que la fiction. Ah, le Mossad, une institution légendaire du monde de l'espionnage. Comparable aux illusionnistes de l'espionnage international, leur tour ne consiste pas à sortir un lapin d'un chapeau, mais plutôt des émetteurs radio de Tripoli. Oui, en 1984, un agent du Mossad, peut-être dans un excès de festivité après Purim, a admis avoir installé un émetteur radio illégal dans un complexe appartenant à Kadhafi. Imaginez la scène: installer un dispositif de diffusion clandestine dans le domaine d'un dictateur paranoïaque
audace extraordinaire ou bêtise monumentale? Bien entendu, Israël a tenté de justifier cette action comme une mesure défensive, affirmant la nécessité de surveiller les communications libyennes. Balivernes, c'est comme installer des micros chez son voisin sous prétexte de s'assurer qu'il va bien. Non, la véritable intention est d'écouter ce qu'il dit de vous, tout en espérant secrètement qu'il évoque ce gâteau aux fruits abominables que vous lui avez offert à Noël. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que cet incident a failli déclencher une guerre. Imaginez une guerre à cause d'un émetteur radio mal placé. C'est comme si la Troisième Guerre mondiale éclatait à cause d'une mauvaise interprétation d'un emoji. Mais voilà, c'est le Mossad. Ils sont prêts à tout pour protéger Israël, quitte à créer un incident international de toutes pièces. On peut dire qu'ils prennent leur mission très à cœur, peut-être même un peu trop. L'Afrique du Sud des années 1980 est un pays profondément marqué par l'apartheid, un système de ségrégation raciale d'une extrême violence. Au cœur de ce chaos, le Bureau de coopération civile sud-africain, CCB, s'adonnait à des activités pour le moins surprenantes. Faire exploser des choses. Pas tout à fait. Leur objectif était de discréditer l'ANC, le principal mouvement anti-apartheid, en l'accusant de faire exploser des choses. En 1989, la Commission sud-africaine pour la vérité et la réconciliation, chargée de l'épineuse mission de révéler les sombres secrets de l'apartheid, a mis en lumière une proposition du CCB à un expert en explosifs. Cette proposition visait à participer à une opération de discrédit de l'ANC. En d'autres termes, il souhaitait faire passer l'ANC pour un groupe violent et dangereux aux yeux de la communauté internationale. Quelle meilleure stratégie que de provoquer des explosions et d'en rejeter la responsabilité sur l'ANC. Un peu comme si vous accusiez votre petit frère d'avoir lâché une flatulence alors que vous en êtes l'auteur. Sauf qu'ici, la flatulence est une bombe et votre petit frère est un mouvement politique luttant pour la justice sociale. Une manœuvre des plus condamnables de la part du CCB. Alors que vous pensiez avoir atteint les tréfonds de ce cloaque moral, voilà que l'Amérique surgit, tel un ami apportant sa cocotte à un repas partagé. Sauf que cette fois-ci, la cocotte est remplie de viande douteuse et d'un jugement encore plus contestable. En 1994, l'armée américaine, ses joyeux lurons, a décidé de rédiger un manuel. Je sais ce que vous pensez, John. L'armée rédige des manuels en permanence. Comment assembler un fusil, comment faire un lit qui impressionnerait un sergent instructeur atteint de TOC, des lectures légères, vous voyez le genre? Mais non, il ne s'agissait pas de votre guide militaire moyen sur l'art de faire des nœuds ou d'aiguiser les baïonnettes. Il s'agissait des tactiques, techniques et procédures de défense interne étrangère des forces spéciales. Un titre qui coule de source, n'est-ce pas? Et au cœur de cette joyeuse balade dans le monde des opérations secrètes se glissait une suggestion. Une suggestion, remarquez bien que les États-Unis emploient des terroristes. Oui, vous avez bien entendu, de vrais terroristes, porteurs de cartes et amateurs d'explosifs. L'idée, et j'ai du mal à l'écrire sans grimacer, était d'utiliser ces terroristes dans des opérations sous faux drapeau. Parce que rien ne crie plus haut et fort les valeurs américaines que de sous-traiter sa politique étrangère moralement douteuse à des gens dont le point culminant de leur carrière consiste à faire exploser un bus scolaire. C'est comme embaucher un pyromane pour allumer vos bougies d'anniversaire. Que pourrait-il mal se passer? Et le meilleur dans tout ça, cette petite pépite de sagesse géopolitique a été jetée nonchalamment dans le manuel comme une suggestion, comme si c'était un conseil utile pour enlever les taches d'herbe de votre uniforme, juste à côté de la manière de se débarrasser correctement du corps d'un combattant ennemi et de la façon de préparer une bonne tasse de café instantanée sur le terrain. Mes amis, voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses. Transportons-nous maintenant en Indonésie en 1998. Le gouvernement est confronté à des émeutes d'une rare intensité. Imaginez une version chaotique de Woodstock, où les slogans pacifistes cèdent la place aux cocktails Molotov et aux gaz lacrymogènes.
face à cette situation explosive, l'armée indonésienne est déployée pour rétablir l'ordre. On pourrait penser que leur mission était simple, mettre fin à la violence, empêcher les pillages, peut-être même sensibiliser la population aux vertus de la résolution des conflits. Mais visiblement, l'armée indonésienne avait un plan bien différent. En effet, une enquête a révélé par la suite que, et je cite, « des éléments de l'armée ont été impliqués dans les émeutes ». Impliqués, c'est une façon délicate de dire qu'ils auraient attisé les flammes du chaos, tels des scouts pyromanes autour d'un feu de camp. C'est comme si, après avoir accidentellement déclenché un incendie dans votre cuisine en essayant de faire du pop-corn au micro-ondes, vous accusiez votre chien au lieu d'assumer votre erreur. Sauf que dans ce cas, le chien représente le peuple indonésien et l'incendie une crise nationale majeure. Et malheureusement, il n'y a pas eu de vidéo attendrissante d'un Golden Retriever à l'air coupable pour illustrer les faits. Écoutez, je ne suis pas un stratège militaire. Mon expérience des manœuvres tactiques se limite aux allées des supermarchés. Mais même moi, je sais que pour calmer une émeute, il est peut-être judicieux, disons simplement, de ne pas y participer activement. C'est comme essayer de perdre du poids en dévorant un cheesecake entier tout en courant sur un tapis roulant. Le calcul ne fonctionne tout simplement pas. Passons à la Russie, pays du borscht, du balai et des immeubles d'habitation qu'on fait sauter. Apparemment, en 1999, c'était une façon comme une autre de passer son mardi. En effet, une série d'attentats à la bombe a secoué la Russie, tuant des centaines de personnes innocentes et laissant la nation terrifiée. Et qui a-t-on accusé? Les séparatistes tchétchènes, naturellement. Car lorsqu'on a affaire à un cocktail explosif de peur et de xénophobie, pourquoi ne pas ajouter une pincée de blâmons les suspects habituels? Mais ensuite, dans un rebondissement digne d'un roman de Dostoïevski, un haut fonctionnaire russe a décidé de balancer la vérité, ou plutôt la vodka. Il a admis, officiellement, que le KGB, ces charmants farceurs, étaient en réalité derrière ces attentats. Il s'est avéré qu'ils avaient orchestré toute l'affaire afin de diaboliser les Tchétchènes et de rallier le soutien à une nouvelle guerre. Car rien ne dit « nous nous soucions de la sécurité nationale », comme sacrifier la vie de ses propres citoyens pour un peu de manœuvre géopolitique. Imaginez-vous vous réveiller un matin et apprendre que votre gouvernement, l'entité même chargée de vous protéger, a fait sauter votre immeuble d'habitation. Et pas n'importe quel immeuble, attention, mais un immeuble rempli de personnes innocentes, de familles, d'enfants. C'est comme découvrir que la petite souris a volé vos dents pour les remplacer par des dents volées à d'autres enfants. Le monde est un endroit terrifiant, n'est-ce pas? Et la partie vraiment dérangeante? Il ne s'agissait pas d'une opération isolée menée par quelques brebis galeuses. C'était un acte de terreur calculé, sanctionné au plus haut niveau du gouvernement russe. De quoi vous faire vous demander quels autres squelettes se cachent dans leurs placards. Nous voilà de retour pour notre joyeuse balade à travers les exemples les plus flagrants de « ce n'était pas nous, on le jure ». Ah si, en fait, c'était nous. Cette fois, nous nous retrouvons en 2002, dans les contrées sauvages de la Papouasie, où 2 enseignants américains ont trouvé une fin tragique. Vous pourriez penser que leur mort n'était qu'un horrible accident, un cas d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous auriez raison, dans le sens où ils étaient certainement au mauvais endroit, car cet endroit se trouvait apparemment dans la ligne de mire de l'armée indonésienne. Voyez-vous, la police indonésienne, Beni Suendil, a d'abord accusé tout le monde, y compris le singe de compagnie, pour cet acte odieux. C'était comme un épisode de Scooby-Doo où les suspects allaient d'un concierge mécontent au fantôme du général Suharto. Mais ensuite, dans un rebondissement choquant qui n'a surpris absolument personne d'attentif, la police indonésienne a admis que c'était en fait leur armée depuis le début. Il s'avère que l'armée indonésienne avait une certaine tendance à, disons, réagir de manière excessive en Papouasie. Imaginez un instant que vous êtes un général indonésien sirotant votre café du matin et lisant les nouvelles. Vous voyez un article sur ces enseignants américains essayant innocemment d'éduquer les enfants locaux. Et dans votre sagesse infinie, vous pensez « ce sont clairement de dangereux subversifs essayant de saper notre glorieuse nation avec leurs leçons de grammaire
et leur table de multiplication. Alors, que faites-vous? Vous envoyez les troupes, évidemment, parce que rien ne dit engagement pour la paix et la stabilité comme d'abattre 2 enseignants. C'est à se demander s'ils proposent un cours « Opération sous faux drapeau 101 » à l'Académie militaire indonésienne. Après tout, ils auraient certainement beaucoup de matière pour le programme d'études. Dirigeons-nous maintenant vers Bali. Imaginez des plages immaculées, des eaux cristallines et une légère odeur d'explosifs dans l'air. Attendez, quoi? Malheureusement, notre voyage dans le passé prend un tournant brutal en 2002 avec les attentats de Bali, un acte de terrorisme horrible qui a choqué le monde, alors que le récit officiel accusait directement les extrémistes islamiques, laissant beaucoup se demander si le paradis n'avait pas perdu la tête. La vérité, comme toujours, est un peu plus complexe. L'Indonésie, un peu comme un adolescent ayant tendance à emprunter la voiture de papa sans demander, a une histoire, disons, de responsabilité mal assumée. Ainsi, lorsque les attentats de Bali se sont produits, tout le monde a regardé l'Indonésie en coin, s'est souvenu de ses antécédents et s'est dit « Êtes-vous sûr de cela ?» Au départ, l'Indonésie a insisté sur le fait qu'elle n'y était absolument pour rien. Mais ensuite, dans un geste qui n'a surpris personne, un ancien président indonésien, et pas n'importe lequel, mais un président respecté, est sorti du silence pour dire « Attendez une minute, nous avons peut-être exagéré notre innocence un tantinet. » Apparemment, selon cet ancien dirigeant intègre, le gouvernement indonésien a peut-être, et j'insiste sur le mot « peut-être », joué un rôle minuscule, infime, dans toute la débâcle des attentats de Bali. Je ne suis pas un théoricien du complot, mais quand un gouvernement avec un passé d'opération sous faux drapeau commence à dire « Oh, ces fichus attentats ! Oui, on a peut-être accidentellement laissé le feu allumé », cela vous fait vous demander s'ils ne sont pas passés de l'incendie criminel aux explosions en bonne et due forme. Mais soyons justes, peut-être, que le gouvernement indonésien était complètement innocent cette fois-ci. Peut-être que ces bombes ont simplement décidé d'exploser spontanément, comme un lot de pop-corn défectueux dans un micro-ondes. Ou peut-être, et ce n'est qu'une idée, que les gouvernements ayant un penchant pour le mensonge ne devraient pas être pris au mot, être pris au... Pour clore ce segment, embarquons pour une charmante escapade en Macédoine, une terre reconnue pour ses paysages époustouflants, son histoire riche et, semble-t-il, un gouvernement à la boussole morale plutôt flexible. En effet, en 2002, 7 immigrants innocents ont été brutalement assassinés de sang-froid. On pourrait supposer que ce drame est le résultat d'une xénophobie mal avisée, un crime de haine commis par un groupe d'individus dénués de toute intelligence. Vous auriez partiellement raison, car la haine était bel et bien présente. Le seul bémol, c'est que cette haine provenait de l'intérieur, plus précisément du gouvernement macédonien lui-même. Je sais ce que vous pensez. Jean, vous plaisantez, n'est-ce pas? Un gouvernement ne se permettrait pas d'assassiner des innocents pour ensuite tenter d'étouffer l'affaire? À cela, je réponds, avez-vous prêté attention à un seul mot que j'ai prononcé au cours des 29 chapitres précédents? Car, mes amis, c'est monnaie courante dans le monde merveilleux de l'espionnage international et des manigances gouvernementales. Que s'est-il donc passé en Macédoine? Eh bien, il semblerait que le gouvernement macédonien, dans son infinie sagesse, ait décidé que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme était de, attendez, devenir les terroristes eux-mêmes. En effet, ils ont assassiné 7 immigrants innocents et ont ensuite tenté de faire porter le chapeau, vous l'avez deviné, aux terroristes. Car rien ne dit « nous sommes fermes contre le terrorisme » comme le fait de commettre soi-même des actes terroristes. Bien entendu, lorsque la vérité a fini par éclater, car c'est toujours le cas comme un mauvais burrito, le gouvernement macédonien a été contraint d'admettre son implication.
mais non sans avoir tenté de minimiser l'affaire en prétendant qu'il ne s'agissait que de quelques pommes pourries, d'une opération isolée, d'un malentendu. Vous savez, les excuses habituelles. Car admettre avoir orchestré le meurtre de sang-froid d'innocents ne fait pas vraiment bon effet sur un CV politique. Ah, l'Italie. Terre des pâtes, des pizzas et, semble-t-il, des cocktails Molotov lancés par la police lors d'un sommet du G8. Vous avez bien compris. En 2001, lors du sommet du G8 à Gênes, de hauts responsables policiers ont reconnu avoir lancé 2 cocktails Molotov. Au lieu de choisir un bon Chianti pour accompagner leurs actes répressifs, ils ont opté pour quelque chose de plus explosif. Le plus troublant est que cet incident n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue et inquiétante histoire d'opérations sous faux drapeaux menées par des gouvernements du monde entier. On dirait que le manuel du dictateur comporte un chapitre entier intitulé « Comment discréditer ses opposants et justifier la violence par des engins explosifs de fabrication artisanale ?» Et ne croyez surtout pas que ces tactiques soient reléguées aux pages poussiéreuses de l'histoire. Elles sont bien vivantes et florissantes au XXIe siècle. Alors, la prochaine fois que vous verrez des images d'émeutes ou d'attentats, souvenez-vous, les apparences peuvent être trompeuses. Il est fort possible qu'un gouvernement tire les ficelles en coulisses avec un stock de cocktails Molotov prêts à l'emploi. Car, comme l'a démontré l'Italie, parfois la meilleure façon de lutter contre le terrorisme est, semble-t-il, de devenir soi-même terroriste. Passons à l'Irak, si vous le voulez bien. Plus précisément, parlons des fausses accusations portées contre ce pays par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Vous vous en souvenez ? Ces événements qui ont bouleversé le monde et servi de prétexte pour envahir une nation qui n'y était pour rien. C'est un peu comme si vous accusiez votre voisin d'avoir volé vos biscuits alors que vous les avez mangés vous-même la veille. Sauf qu'à la place des biscuits, on parle de vie humaine et de la stabilité géopolitique d'une région entière. Rien de très amusant, n'est-ce pas ? Le plus triste dans cette histoire, c'est que cette stratégie a fonctionné. Les États-Unis ont persuadé une grande partie du monde que Saddam Hussein était lié à Al-Qaïda et représentait une menace imminente, ce qui, bien entendu, était un mensonge éhonté. Mais avec une puissance de feu et une influence médiatique suffisante, on peut apparemment faire avaler n'importe quoi. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la guerre contre le terrorisme, pensez à l'Irak. Rappelez-vous comment un mensonge flagrant a justifié une guerre illégale et dévastatrice. Et surtout, n'oubliez jamais de remettre en question tout ce que vous entendez, même si cela provient des plus puissants de ce monde. Accrochez vos ceintures, car les événements prennent une tournure des plus étranges. Après le 11 septembre, alors que le monde était encore sous le choc, une nouvelle terreur a frappé les États-Unis, les attaques à l'anthrax. Des lettres contenant cette substance mortelle ont été envoyées à des organes de presse et des bureaux du Congrès, causant la mort de 5 personnes et semant la panique à travers le pays. Et qui le FBI a-t-il immédiatement désigné comme coupable ? Al-Qaïda, bien évidemment. Qui d'autre pourrait être responsable ? C'était l'ennemi idéal, la terreur du moment. Sauf que ce n'était pas le cas. Des années plus tard, le FBI a fini par reconnaître que les attaques à l'anthrax avaient été perpétrées par un ou plusieurs scientifiques travaillant pour le gouvernement américain. Vous avez bien entendu. L'ennemi n'était pas un terroriste barbu retranché dans une grotte en Afghanistan, mais un scientifique œuvrant dans un laboratoire gouvernemental américain. Le comble de l'ironie, n'est-ce pas ? Ainsi, non seulement le gouvernement américain a menti sur les motivations de l'invasion de l'Irak, mais il a également laissé entendre qu'une attaque terroriste sur son propre sol était l'œuvre d'un ennemi extérieur, alors que le véritable coupable se dissimulait sous les yeux de tous. On se croirait dans un épisode particulièrement sombre et cynique de Scooby-Doo, où le méchant n'est autre que le propriétaire du parc d'attractions depuis le début.
Pour illustrer davantage l'absurdité de la situation, en 2005, John Yoo, alors juriste au sein du département de la justice, a émis une suggestion des plus étranges. Il ne s'agissait pas d'une proposition banale du genre « Commanderions-nous des pizzas ?» ou « Quelqu'un souhaite-t-il du café ?» Non, sa suggestion laissait perplexe quant à sa capacité à s'habiller correctement chaque matin. Yoo a proposé, tenez-vous bien, de créer une organisation terroriste fictive. Vous avez bien compris, il souhaitait littéralement inventer de toutes pièces un groupe terroriste, à l'instar d'un enfant s'inventant un ami imaginaire. La différence résidant dans le fait que cet ami imaginaire serait responsable d'attentats tout aussi fictifs, servant ensuite à justifier des guerres bien réelles. Le plus inquiétant est qu'il considérait sincèrement cette idée comme judicieuse. Il a même rédigé une note de service à ce sujet. Une note de service. Imaginez la scène. Cher Monsieur le Président, j'ai une idée formidable. Et si nous inventions un groupe terroriste ? On pourrait se demander si le département de la justice recrutait dans les cirques à cette époque. Honnêtement, une telle idée donne envie de se cacher le visage dans ses mains et de pleurer doucement. Elle est tellement absurde, contraire à toute éthique, tellement américaine en réalité. On la croirait sortie d'un mauvais film de série B. Sauf qu'il s'agit de la réalité. Et la réalité, chers amis, est bien plus effrayante que n'importe quelle fiction. Nous sommes en 2005, en plein cœur de la guerre en Irak. Les tensions sont exacerbées et les États-Unis peinent à justifier leur présence prolongée dans la région. Un rapport d'United Press International vient alors semer le trouble et soulever de nombreuses interrogations. Des pistolets Beretta 92, un modèle récent dépourvu de numéros de série, ont été découverts aux mains d'insurgés irakiens. Des armes fantômes, introuvables et impossibles à retracer. Les soupçons se multiplient. Qui a fourni ces armes? Quelle est leur provenance? Le silence des autorités américaines est éloquent. Certains accusent les États-Unis d'avoir secrètement armé leurs ennemis pour intensifier le conflit. Cette accusation grave, difficile à corroborer, sème néanmoins le doute dans l'opinion publique. D'autant que de telles pratiques ne seraient pas une première pour les États-Unis. L'affaire des armes fantômes en Irak demeure une énigme. Un mystère révélateur des zones d'ombre de cette guerre et des mensonges propagés pour la justifier. S'agit-il d'une simple coïncidence, d'une erreur logistique ou d'une manipulation délibérée des États-Unis? L'incertitude règne. Cependant, cette affaire soulève des questions dérangeantes sur le véritable rôle des États-Unis dans le conflit irakien. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, des tactiques douteuses employées par les grandes puissances pour influencer l'opinion publique et justifier leurs interventions. Imaginez un instant que même le lancer de pierres, geste symbolique de résistance non violente, puisse être instrumentalisé. C'est précisément ce qui s'est passé en 2005 en Israël. Des soldats israéliens, déguisés en civils, oui, vous avez bien compris, ont avoué avoir lancé des pierres sur d'autres soldats israéliens. Quel était le but de cette mascarade? Accuser les Palestiniens de violence pour justifier une répression brutale. Ce scénario digne d'un mauvais théâtre, où des soldats se travestissent pour simuler la violence et attiser la haine et la division, n'est malheureusement pas une fiction. Il s'agit d'une triste réalité du conflit israélo-palestinien. Cette confession, bien que choquante, ne devrait pas nous étonner. Elle s'inscrit dans une longue série de manœuvres orchestrées par Israël pour discréditer la lutte palestinienne et justifier l'occupation. Le lancer de pierres, acte de résistance face à l'oppression, est ainsi détourné et transformé en outil de propagande. Cette manipulation grossière en dit long sur le cynisme et le manque d'humanité de certains protagonistes de ce conflit. Comment peut-on prétendre rechercher la paix tout en alimentant les flammes de la haine et de la division? L'histoire de ces soldats israéliens est un exemple flagrant de la manière dont la vérité peut être manipulée et déformée à des fins politiques. Cela nous rappelle, si besoin était, que la réalité est souvent plus sombre et plus complexe que ce que l'on voudrait nous faire croire.
parlons maintenant du Canada, ce pays de sirop d'érable et de politesse, et, semble-t-il, d'agents de police infiltrés amateurs de jets de pierre. En 2007, lors d'une manifestation pacifique au Québec, un groupe de protestataires a décidé de pimenter les choses. Et par pimenter, j'entends lancer des pierres avec une ardeur qui ferait rougir un géologue. Vous pensez peut-être que ces voyous voulaient simplement exprimer leur mécontentement envers l'industrie laitière canadienne ou quelque chose du genre. Mais voici le clou du spectacle. Ces lanceurs de pierres étaient en réalité des policiers infiltrés. Oui, vous avez bien entendu. Ceux-là même, censés faire respecter la loi, étaient ceux qui l'enfreignaient, vêtus de tenues civiles convaincantes. La police du Québec a par la suite reconnu cette petite mascarade, affirmant que tout cela avait été fait pour isoler et arrêter les véritables fauteurs de troubles. Mais soyons honnêtes, se déguiser en civil et lancer des pierres comme un enfant capricieux n'est pas exactement la méthode la plus subtile pour maintenir l'ordre. C'est comme essayer d'attraper une mouche avec un marteau de forgeron. Maladroit, inefficace et susceptible de faire froncer quelques sourcils. Honnêtement, la façon dont ils ont tout gâché est presque impressionnante. C'est le genre de choses qu'on attendrait d'un film d'espionnage à petit budget et non de la Gendarmerie royale du Canada, habituellement si polie et prompte à s'excuser. Du Grand Nord canadien, traversons l'océan pour nous rendre dans la bonne vieille Angleterre. En 2009, Londres accueillait le sommet du G20 et, comme on pouvait s'y attendre, les manifestations étaient nombreuses. Les Britanniques et les manifestations, c'est une histoire d'amour aussi vieille que le thé et les plaintes sur la météo. Mais lors de ces manifestations-là, un événement troublant s'est produit. Un membre du Parlement a été témoin direct de policiers déguisés en civil qui encourageaient activement la foule à se lancer dans l'émeute. Au lieu de prévenir la violence, ces agents infiltrés distribuaient pratiquement des brochures intitulées « L'anarchie pour les nuls ». On ne parle pas ici d'une simple incitation à la désobéissance civile, mais d'une provocation à la prise de la Bastille. Sans surprise, l'incident a provoqué un vif émoi au Parlement. Le député, qui a été témoin de toute la scène, a qualifié le comportement des agents infiltrés de totalement inacceptable et contre-productif, ce qui, en termes britanniques, revient à traiter quelqu'un de véritable connard en face. L'ensemble de l'affaire sent le désespoir, pour être honnête. C'est comme si la police était tellement préoccupée par son image d'inefficacité qu'elle a décidé de se montrer efficace, même si cela impliquait de transformer des manifestants pacifiques en une foule en colère. Soyons clairs, ce n'est pas exactement une recette pour une société calme et sereine. Terminons notre tour d'horizon en Égypte, terre des pharaons, des pyramides et, semble-t-il, d'employés du gouvernement qui s'adonnent au saccage de musées en guise de passe-temps. L'Égypte possède une histoire d'une richesse inouïe, regorgeant d'artefacts inestimables et de merveilles antiques. On pourrait donc s'attendre à ce que ces trésors soient protégés avec le plus grand soin, n'est-ce pas? Eh bien, en 2011, lors de la révolution égyptienne, certains esprits brillants au sein du gouvernement ont décidé qu'un petit relooking du musée s'imposait. Et par relooking, j'entends qu'ils ont saccagé l'endroit. Vous pourriez supposer qu'il s'agissait de l'œuvre de pillards opportunistes profitant du chaos. Mais non, il s'est avéré que les politiciens égyptiens eux-mêmes ont admis que ce sont des employés du gouvernement qui ont accompli ce sale boulot. Pourquoi? Excellente question. Peut-être cherchaient-ils un nouveau style de décoration pour le musée. Ou peut-être détestaient-ils simplement l'histoire ancienne avec une passion dévastatrice. L'absurdité de l'acte est si déconcertante qu'elle en devient presque impressionnante. C'est comme brûler sa propre maison pour se débarrasser d'une araignée. Certes, l'araignée a disparu, mais vous êtes également sans abri.
Et dans ce cas, sans-abri signifie la perte d'une partie importante de son patrimoine culturel. L'incompétence crasse de l'ensemble frôle l'artistique, presque, mais pas vraiment. Car en réalité, c'est surtout triste et incroyablement frustrant. Et cela nous amène à nous interroger, qu'est-ce que ces gouvernements sont encore prêts à détruire au nom de... Eh bien, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils visaient ici. La Colombie. Un pays réputé pour son café savoureux, ses paysages époustouflants et, semble-t-il, pour un gouvernement ayant une fâcheuse tendance à inventer des ennemis. En effet, la Colombie a connu un épisode particulièrement sombre, connu sous le nom de faux positifs. Loin de refléter un optimisme démesuré face aux diagnostics médicaux, ce terme désigne une réalité bien plus sinistre. Il s'agit de l'armée colombienne assassinant des civils et les faisant passer pour des guérilleros tués au combat. Pourquoi cette mascarade macabre? Pour gonfler les statistiques, bien entendu, car rien ne symbolise mieux la victoire que d'abattre des paysans innocents et de prétendre qu'il s'agissait de combattants aguerris. Imaginez votre équipe de football locale tentant d'améliorer son score en s'attaquant à l'équipe de baby-foot du quartier. Et le plus choquant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Un colonel de l'armée colombienne a avoué que son unité avait assassiné 57 civils avant de les rhabiller en uniforme militaire. 57, un nombre que même un boulanger aurait du mal à atteindre en confectionnant des biscuits en forme de chiffres. Quelles étaient encore les motivations derrière ces meurtres, bestiaux, promotions, primes et qui sait quoi d'autre? On se demande si l'armée colombienne ne possédait pas un programme de fidélisation avec des points bonus pour chaque guérillero éliminé. Cette histoire est terrifiante et met en lumière le visage obscur des conflits où la vérité est souvent la première victime. Mais bon, au moins, ils avaient du bon café, n'est-ce pas? Un maigre réconfort face à une telle tragédie. Accrochez vos ceintures, car voici une révélation troublante, même pour les standards des opérations clandestines. Nous allons plonger dans les coulisses de l'Arabie Saoudite, un pays plus connu pour son pétrole, ses princes et sa relation complexe avec les droits de l'homme. Comme vous le savez certainement, l'Arabie Saoudite a été confrontée au terrorisme, notamment aux combattants tchétchènes. Ces derniers sont tristement célèbres pour leur tactique brutale et leur lutte pour l'indépendance face à la Russie. Mais voici le rebondissement. Selon Ambrose Evans Pritchard, un journaliste particulièrement bien informé, le directeur du renseignement saoudien, le prince Bandar, aurait avoué que le gouvernement saoudien, attendez bien, contrôlait ces mêmes terroristes tchétchènes. Oui, vous avez bien compris, c'est comme si vous découvriez que votre voisin bruyant, amateur de death metal à 3 heures du matin, n'était qu'une marionnette manipulée par le président de l'association des propriétaires. Imaginez donc l'Arabie Saoudite, alliée proche des États-Unis, finance et soutient secrètement les terroristes qu'elle condamne publiquement. Une hypocrisie à donner le vertige. C'est comme découvrir que votre boulanger, celui qui vous régale de ses délicieux croissants, est aussi celui qui vole vos journaux chaque matin. Mais quelle est la logique derrière cette manœuvre? Eh bien, comme toujours au Moyen-Orient, la situation est complexe. Il semblerait que l'Arabie Saoudite ait utilisé ses combattants tchétchènes comme des pions dans un jeu géopolitique complexe, les instrumentalisant contre la Russie tout en se présentant comme un allié stable et fiable de l'Occident, un stratagème sournois, cynique et malheureusement courant dans le monde trouble de l'espionnage international. La Syrie, un pays dévasté par la guerre civile, un terrain d'affrontement entre factions et une arène où s'exercent les ambitions géopolitiques des puissances mondiales. Un véritable gâchis, pour le dire avec diplomatie. Au cœur de ce chaos, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont émergé, une ligne rouge à ne jamais franchir.
Car sérieusement, les armes chimiques, c'est comme tricher à un jeu auquel personne ne souhaite participer. Très rapidement, le gouvernement syrien, dirigé par le bienveillant Bachar al-Assad, s'est trouvé accusé d'avoir employé ces armes terribles contre son propre peuple. À première vue, cela semble plausible. Après tout, nous parlons d'un dictateur brutal, connu pour sa violence. Mais voici le problème. Des sources haut placées au sein même du gouvernement américain ont admis que, attendez, ce n'était pas Assad. En réalité, il s'agissait du gouvernement turc. Oui, vous avez bien entendu. La Turquie, membre de l'OTAN, allié supposé des États-Unis, aurait orchestré une attaque chimique pour ensuite la rejeter sur la Syrie. C'est comme si votre meilleur ami accusait le chien du voisin d'avoir dévoré son gâteau alors qu'en vérité, il l'a englouti lui-même. Alors, où se trouve la vérité? Eh bien, comme pour la plupart des événements de cette histoire, la situation est complexe. Il semblerait que la Turquie avait ses propres raisons d'impliquer Assad, peut-être pour obtenir un soutien international à son intervention en Syrie. Quoi qu'il en soit, cet épisode nous rappelle de manière effrayante que dans la guerre de l'information, la vérité est souvent la première victime. Et dans ce cas précis, la vérité a été gazée, brûlée et enterrée sous une montagne de mensonges et de tromperies. Mesdames et messieurs, voici le récit d'un énième faux pas géopolitique qui vous laissera bouche bée. Imaginez une partie de Jenga où le joueur est un chat sous l'effet d'herbe à chat. C'est chaotique, destructeur et on finit par se demander comment on a pu en arriver là. En 2014, en Ukraine, lors de la révolution de l'Euromaïdan, des manifestants et des policiers se retrouvent pris pour cible par des tireurs d'élite. Imaginez un instant, vous participez à une manifestation luttant pour l'avenir de votre pays et soudain, bang, un tireur d'élite vous vise. Pas la meilleure façon de commencer la journée, n'est-ce pas? Alors, qui se cache derrière ces actes de violence? Qui sont ces tireurs d'élite anonymes? Accrochez-vous bien, car Valentin Nalivaïchenko, l'ancien chef de la sécurité ukrainienne, a affirmé que ces tirs provenaient en réalité du camp des manifestants. Vous avez bien entendu, selon Nalivaïchenko, ces tireurs d'élite avaient pour but de discréditer le gouvernement pro-russe de Viktor Yanukovych en le rendant responsable de ces violences, justifiant ainsi un changement de régime. C'est un peu comme si vous accusiez votre chien d'avoir dévoré un gâteau que vous avez vous-même mangé en cachette. Sauf qu'ici, au lieu d'un gâteau, c'est la stabilité politique d'un pays entier qui est en jeu. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que des éléments indiquent que ces tireurs n'étaient pas des amateurs. Ils savaient précisément ce qu'ils faisaient, visant des points vitaux chez les manifestants et les policiers pour attiser les tensions et semer le chaos. Imaginez l'audace. Organiser un coup d'État en utilisant la violence est déjà une action condamnable. Mais le faire en sacrifiant la vie de vos propres citoyens, c'est d'une cruauté et d'une manipulation effroyables. Malheureusement, cet incident n'est pas isolé. L'histoire regorge d'exemples de gouvernements utilisant des tactiques machiavéliques pour parvenir à leur fin. Ce récit nous rappelle brutalement que le pouvoir corrompt et que ceux qui sont prêts à tout pour l'obtenir n'hésitent pas à sacrifier des vies innocentes sur l'autel de leurs ambitions. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de troubles politiques dans un pays lointain, souvenez-vous de l'Ukraine et de ses tireurs d'élite. Souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité, aussi horrible soit-elle, mérite d'être révélée. Et voilà, chers téléspectateurs, 53 exemples d'opérations sous faux drapeau et croyez-moi, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous pourrions poursuivre pendant des heures, mais il est temps de laisser reposer vos esprits. Le plus terrifiant, c'est que ces événements ne relèvent pas du passé. Ils se produisent encore de nos jours.
Des gouvernements à travers le monde emploient ces tactiques sournoises pour manipuler l'opinion publique, justifier des guerres et consolider leur pouvoir. C'est un véritable jeu de dupes et nous en sommes les victimes consentantes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un événement majeur, prenez le temps de vous interroger. À qui cela profite-t-il? Et quelqu'un essaye-t-il de me manipuler? N'oubliez jamais que la vérité est souvent la première victime en temps de guerre et de conflit. Il nous incombe de rester vigilants, de questionner et de ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous présente comme des faits. Sur ces mots, je vous laisse méditer sur tout cela. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec vos connaissances. Et surtout, restez